أعزائي الطلبة حياكم الله. نواصل دائما مع ملخصات لمحاضرات موجهة لطلبة الماستر في فيزياء المواد في مقياس caractérisation et analyse des matériaux. Alors aujourd'hui on va voir l'essai de traction. Rappelez-vous ce que nous avons déjà vu auparavant, l'observation microstructurale par microscope optique, microscope électronique à balayage. Nous avons vu la préparation des échantillons métalliques par la métallographie et la diffraction des rayons X. Tout ça, c'est des analyses microstructurales. Alors, aujourd'hui, dans la deuxième partie, on va voir les analyses et les caractérisations mécaniques. Alors, pour réaliser ou bien effectuer des analyses microstructurales, on va effectuer des essais mécaniques tels que, à titre d'exemple, l'essai de traction, et puis on va voir l'essai de résilience, c'est l'essai de Charpy, la ténacité, l'essai de dureté, la fatigue, le fluage, tout ça c'est des essais mécaniques. Alors, pour l'essai de traction, voici le plan de secours. L'objectif, c'est quoi? C'est de connaître les corrélations des propriétés comportement des mécaniques des matériaux. Et aussi de connaître les principes et le mode opératoire des essais de traction et puis par la suite l'essai de dureté et l'essai de résilience. Donc nous avons aussi des notions de base qu'il faut bien comprendre telles que la contrainte, la déformation plastique et élastique, l'épreuvette normalisée, c'est quoi une épreuvette normalisée pour l'essai de traction, la loi de Hooke, le phénomène d'écreuissage, le module de Young et le module de Coulomb et aussi le coefficient de Poisson. Afin de ce cours, il faut bien déterminer les résultats expérimentaux de l'essai de traction et comparer les résultats expérimentaux et évaluer les propriétés telles que la rigidité et la résilience, etc. Voici le chronomètre de ce cours. Et alors, l'essai de traction. C'est quoi d'abord une traction? Donc, c'est اختبار الشد. Tensile test en anglais. Donc, pour effectuer un essai de traction, on va utiliser une machine de traction. Voici la machine de traction. D'abord, l'essai de traction, c'est l'essai le plus fréquemment utilisé pour déterminer les propriétés mécaniques. Alors, le but c'est quoi? C'est afin de déterminer le comportement mécanique d'un matériau. C'est par l'essai de traction. Alors, cet essai est caractérisé par sa facilité de mise en œuvre, donc il est facile de le réaliser, et par la richesse de ces informations fournies. On va obtenir plusieurs facteurs, plusieurs paramètres, tels que le module de Young, le coefficient de Poisson, la résistance maximale, la résistance élastique, le domaine plastique et élastique, la résistance à la rupture, le module de Young. Tout ça, c'est des paramètres à fournir par l'essai de traction. Cependant, cet essai, c'est un essai destructif. Rappelez-vous, nous avons des contrôles ou bien des essais destructifs et non destructifs. Non destructifs tels que le courant de Foucault, l'ultrason, rayons X, l'essai de dureté. Et destructifs tels que l'essai de traction. Donc, on va détruire, donc on peut pas l'utiliser l'épreuvette ou bien l'échantillon après cet essai. Donc, c'est destructif. Alors, cependant, comme j'ai dit tout à l'heure, ça nous fournit beaucoup d'informations. Donc, pour réaliser l'essai de traction, donc c'est un essai, comme j'ai dit, c'est un essai mécanique. C'est une expérience dans le but de caractériser les lois ou bien le comportement mécanique de matériaux. C'est-à-dire, par cette loi, on va établir une relation entre la contrainte et la déformation. Rappelez-vous, c'est les notions de contrainte et la déformation. Alors, cependant, la déformation d'une pièce dépend de la géométrie de la pièce et de la manière dont sont exercés des efforts extérieurs sur cette pièce. Ça va par la suite, on dit une épreuvette. Il faut donc normaliser les essais. Donc, des normes bien définies d'une épreuvette, on dit entaillée. Voici une épreuvette.
Et rappelez-vous, pour chaque type de matériau, il existe un type d'isoprevète. Donc, en taillé, normalisé avec des dimensions bien déterminées. Chaque matériau a son épreuvette, a ses épreuvettes, donc, pour les matériaux. Alors, pour effectuer l'essai de traction, on réalise cet essai dans une machine de traction. Donc, pour faire but un essai de traction, on va avoir besoin, comme j'ai dit tout à l'heure, une machine de traction. Donc, on va faire la caractérisation des propriétés. Ces propriétés, donc, on aura besoin d'une machine de traction pour caractériser les propriétés mécaniques des matériaux. Donc, ici, on va s'intéresser à la machine qui va nous permettre de réaliser un essai de traction, donc pour obtenir ces fameuses propriétés à la traction, donc le module de Young, le coefficient de Poisson, nu, limite d'élasticité, etc. Et aussi toutes les contraintes associées qu'on va étudier. Bien sûr, par la suite, donc, je veux présenter une machine de traction ici. Donc, vous avez cette machine de différentes parties. Donc, ici, nous avons un bâti rigide. Voici le bâti rigide de part. Et d'autre part, donc, on a des colonies séchées. Son régime, on va voir une cellule de force. Voici la cellule de force qui va nous permettre de mesurer la force qui a existé au sein de matériaux. On va voir cette cellule qui va mesurer la force que subit la machine. Donc, on sait par principe de la statistique, on a naturellement le bilan des forces qui vont défense. Donc, en gros, ce que subit une machine, c'est ce que subit le matériau. C'est une cellule de force. Si la cellule de force pour connaître la force au sein de matériaux, donc il sera mis ici entre ce qu'on appelle les éléments. Donc la partie supérieure qui est ici, la traverse qui est ici, va être immobile ici, alors que la partie qui est ici, inférieure, sera plutôt mobile. Donc, on va pouvoir comme ça déplacer la traverse. Donc, comme si on fait de la traction, on va la déplacer bien sûr vers le bas ici. Donc, cette machine, aujourd'hui les machines de traction, on peut réaliser un essai de traction et ici de compression. Essai de traction et compression. Vous allez monter la traverse vers le mouton. Il y a le mouton quand on a une traversée immobilier ou non, immobilier supérieur ou bien ou non. Alors, on va voir les éprouvettes. Voici l'éprouvettes en taille avec des dimensions bien déterminées. Donc là, si vous avez éprouvé de données qui va être instrumentées. Donc, je parle ici, comme vous voyez, un petit capteur. Le petit capteur, ce qu'on appelle une jauge d'extension métrique, une jauge d'extension qui va mesurer le déplacement local de la pièce pour remonter la déformation par exemple. Alors, si on regarde, c'était pour être entre les morts. Voici les morts. Et deux morts, voilà. Donc on va regarder ici, on voit qu'on a des formations, par exemple, on voit qu'on a le mort ici supérieur, donc qui est lié à la partie immobile, de la partie traverse de la machine. Le mort inférieur qui va être lié à la partie mobile de la traverse machine.
Alors ça nous permettre, quand la traverse naturellement descend, et ça va effectuer un effort de traction sur cette épreuvette qui est donc instrumentée. On voit ici de la jauge qui est liée des éléments. Donc on a tout simplement des fils électriques qui vont nous permettre de mesurer la résistance électrique du fil. Alors la question qui se pose, pourquoi on utilise ce type ou bien ce genre de moyens de mesure? Alors tout simplement, on sait que la résistance d'un fil est liée à sa longueur. Donc si la longueur du fil change, la résistance va changer. Donc on va associer la variation de la résistance à la variation de la longueur. Donc, rappelez-vous, delta L, c'est l'allongement, et delta L sur L nous donne la déformation. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est qu'on va avoir besoin de cette machine de moyens d'extension métrique de mesure de l'extension. Alors, passe maintenant à l'essai de traction. Voici la machine de traction UC compression. Vous pouvez consulter ce lien. Voici une épreuvette entaillée. Et puis, on trouve par le logiciel la contrainte en fonction de la déformation. Ou bien la force, la force F, en fonction de delta L, l'allongement. Donc, c'est ça la contrainte en fonction de la déformation. Alors, je veux mentionner une chose importante. C'est que la contrainte, il y a une différence entre la contrainte et la pression. Donc, on a dit que la contrainte, c'est une force qui s'exerce sur une section. Donc, c'est un vecteur bien défini sur un point. Il s'agit à un point sur surface. Par contre, la pression, c'est la moyenne des contraintes. Sigma 1, sigma 2, plus sigma 3, c'est la composante normale de la contrainte. Donc, c'est le scalaire, contient plusieurs lignes de direction. Donc, c'est ça la pression. On peut dire que c'est un vecteur de direction, force, unité de surface. Donc, il y a une petite différence entre la contrainte et la pression. On peut dire que la contrainte, c'est une pression orientée. Force exercée sur une section ou bien sur un point bien déterminé. Donc, on va par la suite expliquer cette courbe de le domaine élastique réversible et le domaine plastique irréversible, le module d'Oyon, comment le déterminer, l'énergie et sigma max et sigma de rupture, etc. On va l'expliquer par la suite. Alors, voici l'épreuvette entaillée de longueur initiale L0. Et puis, nous avons une déformation normalisée, epsilon n est égal delta L sur L0. Et la contrainte nominale, c'est sigma n égale F, c'est la force sur la section. Rappelez-vous, la section ici, c'est S. Par exemple, s'il y a une épreuvette cylindrique, c'est PD carré sur 4. D, c'est le diamètre. Et la vitesse d'allongement de constante, epsilon point ici, c'est la dérivée, c'est dl sur dt. Donc, elle est constante. Donc, voilà pour l'essai de traction. Donc, on a différents types de moyens qu'on a appelés avec ou sans contact. Typiquement la jauge ici, voilà, la jauge dont je viens de parler, on va la coller et donc c'est un moyen de contact, alors qu'on a d'autres moyens sans contact. On va en présenter quelqu'un ici très rapidement. Donc ici vous avez par exemple des caméras, voici les caméras qui peuvent être utilisées, ça peut être aussi des systèmes laser, c'est-à-dire qu'on va pointer sur la pièce, donc des zones avec un suivi en laser. Donc là vous avez par exemple des caméras simples avec vision ou bien des caméras laser.
On va avoir ici par exemple un extensiomètre qu'on va venir mettre sur le matériau. Donc vous voyez ici, c'est qu'on appelle un extenseur mètre. Donc extension mètre coûteux. On va venir s'appuyer avec des couteaux, deux couteaux ici. Alors ici sur la pièce qu'on va pouvoir mesurer comme ça des déplacements soit en longitudinal ou bien contraction et si typiquement donc en gros c'est une espèce de piacolis donc le qadam al-qanawiya avec piacolis qu'on peut réappeler comme ça c'est un piacolis qui va mesurer grâce à l'écartement de ces deux côtés. Les deux côtés, donc on peut mesurer l'écartement, soit l'allongement dans un sens, voir la concentration typiquement ici, sur la piste. Donc un autre système, ça c'est-à-dire qu'on appelle un extensiomètre agrafe ici. Donc là, on va agrafer le moyen de mesure directement sur la pièce. Donc là, on va mesurer par exemple l'élongation entre deux points de contact ici, deux points de contact entre les agrafes. Alors là, ici, vous avez la fameuse jauge qu'on va venir coller donc ce fil électrique qui va s'allonger dans certaines directions et c'est l'allongement va nous donner naturellement des informations sur les déplacements. Donc des déplacements de la pièce, donc l'allongement de la pièce et ce qu'on appelle donc la déformation associée. Et il y a d'autres moyens, hein, donc un petit peu plus compliqué. Donc là, on voit qu'on a créé ce qu'on appelle un moucheté, c'est-à-dire de multicouleurs, c'est-à-dire qu'on va faire, on va mettre sur la surface des peintures avec, comme vous voyez ici, des peintures noires et blanches, et enfin qu'on va utiliser des caméras qui vont suivre le déplacement de ces petits points. De ce petit point noir, là au fur et à mesure qu'on va tirer sur le matériau. Alors l'intérêt de cette approche donc est différente de ce qu'elle ici, c'est qu'elle permet de faire des mesures. Donc là on va utiliser des caméras visio, donc on va faire la visio et on va mesurer. Alors ici on va mesurer les images au cours du temps et on va voir une cartographie du déplacement de tous ces petits points sur toute la section, sur l'éprouvette. Donc, qui nous intéresse, donc ici, des mesures que peut être très locales. Vous voyez ici par exemple la jauge. Ici, la jauge, la formation locale comme un point, par exemple, regardez un point qui est ici, un point à avoir une information très globale, typiquement, genre d'information qu'on pourra avoir avec des extensions mètres. Donc l'approche ici, c'est une approche par exemple caméra trophie, ce qu'on appelle caméra trophie, ce qu'on appelle de la corrélation d'images numériques nous permet d'avoir ce qu'on appelle champ complet de déformation et on peut avoir des mesures extensiométriques très localisées comme j'ai dit tout à l'heure ou mesures beaucoup plus globales. Donc voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails et on a énorme de moyens d'extension maîtrise. Donc, ils nous permettent d'obtenir la déformation. Pour contrainte et la déformation, on conserve le volume, c'est-à-dire une conservation de volume. On va prendre cette hypothèse-là, c'est-à-dire qu'au cours du temps de l'évolution de volume V0, donc je représente ici S et L0.
veut la variation de volume de tout moment, donc la section à un instant donné fois la longueur à un instant donné. Donc là, j'envoie une réduction de section et une augmentation de la longueur. Donc, il nous donne le volume V, V, et je pose par principe que V0, vous pouvez par conservation de volume. Mais quelle référence je vais utiliser? Est-ce que je prends S0 comme L0 ici? Donc S0 fois L0 est égal à S fois L. Alors j'utilise pour définir ma contrainte, vous rappelez, on dit que la contrainte F sur la section là, je peux dire que je prends F serait 0 et on a dit que la déformation c'était un delta L sur la longueur L0. Mais la longueur, je vais utiliser quoi? Peut-être L0. Ça veut dire que je peux considérer les valeurs initiales comme une référence. Ou alors, je peux très bien dire non. Donc, mais je regarde la force sur la section réelle du système. Et l'allongement sur la longueur réelle de ce système passe qui n'est pas du tout la même chose. Donc, je vais avoir des propriétés qu'on va appeler conventionnelles. Je prends A0 et L0 comme référence du système. Et je vais avoir également des propriétés que je vais appeler vraies ou bien rationnelles, qui s'appellent vraies ou bien rationnelles. Ici, propriété vraie ou bien rationnelle. Alors, on prend la section vraie ou la longueur vraie. Et comprenez bien que c'est du tout la même chose, c'est pas la même approche. Donc, on va dire quoi? Je peux définir, comme j'ai dit tout à l'heure, une déformation à partir de L0. Je vais donc dire que les déformations sera delta L sur L0 et on parle d'allongement unitaire, donc ramené à L0. Donc, cette déformation est liée à L0. On peut pouvoir dire que dans ce cas-là, que delta L sur L0 ou L sur L0, donc moins 1, donc on regarde en fin de compte une variation qui était ici, on retranche L dans l'écriture qui est naturellement. Si je prends cette écriture-là, je vois bien que L sur L0, donc L sur L0 qui est ici, veut plus la déformation qu'on vient de définir ici, l'allongement unitaire, donc la contrainte, si je l'amène à ce S0, je vais dans l'écriture F sur 0. Donc, voyez bien les propriétés conventionnelles. Epsilon est égal delta L sur L0, qui est égal L sur L0 moins 1. Et aussi les propriétés rationnelles ou bien vraies, c'est la déformation qui est égale l'intégrale de delta L sur L et qui est égale aussi ln L sur L0, ln 1 plus epsilon. Donc ça, c'est des propriétés rationnelles. Et ici, vous trouvez S est égal S0 fois L0 sur L. Et toujours la contrainte sigma est égale F sur S. Alors, on passe maintenant à la courbe conventionnelle. Courbe conventionnelle, on va s'intéresser dans un premier temps à la courbe conventionnelle. Donc, c'est-à-dire qu'on va partir du principe que le sigma qui est ici, c'est égal F sur S, que l'epsilon qui est ici est delta L sur L0. Alors, si on parle des propriétés de l'élasticité, donc on a parlé préalablement, donc j'utilise le modèle
de Hooke, la loi de Hooke. Donc, on voit qu'on a dans le domaine de déformation réversible et on a dit que la loi de Hooke est une loi qui est reliée à sigma à epsilon. Donc, vient ici, donc si on supprime la charge, l'allongement est égal à 0. Donc, epsilon est égal à 0, le matériau va revenir à son état initial. Donc, nous avons un comportement linéaire de module de Young. Donc, j'attire votre attention sur le fait quand je prends un diagramme en force et en déplacement, et j'ai bien une pente qui est ici, la pente, voici. On peut dire que cette pente, ne dites jamais que cette pente de E. Donc F, vous voyez que le E, c'est qui est ici, la pente s'exprime que par le fait que en sigma et en déformation. C'est-à-dire que la L s'exprime ce qu'on appelle ici la rigidité. C'est-à-dire la propriété de matériau que j'appelle le module d'élasticité à l'attraction. Donc le diagramme force-déplacement, ici, le diagramme force-déplacement ou bien allongement delta L. Donc, ce genre d'ailleurs de diagramme, la partie modulaire qui est ici n'est pas une propriété matériau seule. Je veux rappeler que sigma F sur L0 et que le epsilon delta L sur L0, donc la pente qui est ici, c'est E fois S0 sur L0. Ce n'est pas du tout la même chose. Bien sûr, quand je suis dans un diagramme force-déplacement, les longueurs et les sections vont donc être reportées sur la pente. Alors que quand je suis dans un diagramme de contrainte des déformations, ma pente et les propriétés matériaux seules. Je vais donc dire que la propriété qui est ici, c'est une rigidité. Et bien d'accord, de cette notion de rigidité et une notion matériau, alors quand je vais regarder ici, E fois S0, ici, E fois S0 sur L0, je vais parler de raideur. Alors, raideur, ça veut dire une pente, انحدار شديد, une pente. Donc, cette raideur est une propriété structurale. Et on voit bien que on a une propriété de matériau, que là, c'est une propriété géométrique. Quand on parle d'un ressort, par exemple, je dis bien que F est égal à K fois X, K raideur X, matériau, quand c'est une propriété géométrique, comme j'ai dit. Donc, X, le déplacement, est votre raideur. K est bien sûr de propriété structurale qui va contenir, et la propriété de matériau est le facteur de forme qui définit le ressort. Donc, comme vous avez déjà étudié dans le module de vibration et les ondes. Alors, c'est-à-dire un repère en contact déformation, un repère force-déplacement. Donc, faites attention, ne mélange pas les deux notions, surtout quand vous allez passer un repère à un autre, c'est-à-dire un repère en contrainte déformation, un repère force-déplacement. Maintenant, on passe maintenant le deuxième domaine de plasticité, c'est le domaine irréversible, ou les phénomènes de curvissage. Avant ça, je vous rappelle que les propriétés conventionnelles et les propriétés rationnelles ou bien vraies. Donc, c'est une propriété conventionnelle en déformation et une propriété vraie en déformation. Si on regarde la contrainte vraie, on regarde cette fois-ci F sur L0. Rappelez-vous, on a dit que S0 vaut sur L0, donc ici, on peut dire que le S qui était ici vaut le L0 sur L. Donc sur L0, on peut donc écrire cette contrainte vraie comme étant sigma fois L sur L0.
Mais on regarde L sur L0, ça veut un plus epsilon. Donc, ces contraintes voudra sigma que j'ai défini. D'un point de vue conventionnel, là, plus epsilon pour retrouver donc exactement le même terme qui était ici. Alors, si on essaie de poser la question, de se dire, voilà, si je suis en propriété à très faible déformation, c'est-à-dire que ce epsilon reste toujours petit. Eh bien, en fin de compte, on se rend compte que ln L plus epsilon base très proche de epsilon. Donc, on rend compte que sigma fois 1 plus epsilon, c'est très proche de sigma. Ça veut dire donc que les propriétés rationnelles, au vrai restant proches des conventionnelles. Donc, l'écart entre la valeur qui était ici et celui qui sont ici très faible. Donc, S0 n'évolue pas trop. Donc, S0 n'évolue pas trop et que le L0 n'évolue pas trop. C'est-à-dire que S reste proche de 0. Que L reste proche de L0, c'est-à-dire notamment dans le domaine élastique. Donc, ce qu'on peut dire que de petites déformations, donc dans les domaines élastiques. Alors, on continue dans le deuxième domaine. Si on augmente la force, donc qu'est-ce qui se passe ici? Donc, ici, je vais zoomer ici. Alors, je risque d'avoir ici un comportement un petit peu particulier. Rappelez-vous, je vous rappelle, on a dit que là, je vais avoir une limite au comportement élastique. Eh bien, la rupture, à cette limite, on a parlé de modèles rhéologiques avec des seuils, avec des ruptures. Ça va apparaître ici. Alors, ici, peut-être ici, on va quitter le mode de ressort de Hooke, la loi de Hooke qui était ici. Donc, je peux avoir deux types de comportements. Alors, ce comportement qui est ici va retrouver notamment sur, par exemple, les acides doux. Typiquement, les acides doux, donc on a une espèce de rupture ici. Donc, dans un seuil, voici un seuil ici. Donc, voilà. Je zoome à ce point-là. Donc, nous indiquons à changer de comportement. Donc, ça veut dire qu'on était en élasticité et d'un seul coup, on va partir ici à un autre domaine, un autre type de comportement. Alors, faites attention. Dans le domaine élastique, ça s'intéresse à des matériaux qui peuvent passer dans la plasticité. Je vous rappelle, quand le comportement élastique, on a le comportement plastique. Donc, un matériau qui va casser net à la fin d'élasticité. On va considérer qu'il est fragile. Donc, à des matériaux qui peuvent avoir également un comportement plastique. Donc, on reprend ici cette notion de plasticité. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine plastique? Qu'est-ce qui se passe au moment où j'ai quitté l'élasticité? Alors, on a déjà raisonné sur l'aspect plastique pour ensuite voir comprendre ce qui se passe d'un point de vue plastique. Alors, première chose, c'est la déformation dans son domaine d'un seul coup devient irréversible ici. Donc, nous avons un domaine irréversible, déformation plastique irréversible. Alors, je vous rappelle une chose importante, ce que nous avons déjà étudié au module les défauts cristallins. On parle ici des dislocations.
au niveau des cristaux, on a des dislocations, انخلاعات. Il y avait dit que les dislocations, c'était un mouvement d'atomes, des lignes d'atomes. Nombre d'atomes, une ligne d'atomes qui allait bouger et qui allait engendrer des cisaillements internes. Donc, des glissements vagues atomiques. Et bien, ce qui se passe ici, que au bout d'un certain temps, dans tant qu'élastique, le glissement n'est pas possible. On va voir donc ce type de comportement localement, très localement, un décrochage d'un seul coup de dislocation. Ces dislocations vont devenir mobiles, mais elles vont bouger d'un seul coup. Et cette mobilité va engendrer un palier d'écoulement. Alors ça existe, que je voulais dire dans les acides doux par exemple, tout simplement parce que on va avoir notamment dans ces aciers purement matériaux, donc un faible pourcentage de carbone dans les acides doux, et en fin de compte, ce qui se entendu là-dedans d'un point de vue purement matériaux, c'est que les petits carbones localement vont bloquer les dislocations qui vont se mettre en place le long des atomes de fer. Donc, ce qui se passe ici, c'est ce qu'on arrive à trouver la bonne contrainte, c'est-à-dire les atomes de carbone vont en fin de compte relâcher les dislocations qui étaient bloquées d'un seul coup. Et si dislocations deviennent mobiles, c'est-à-dire qu'on a donc ce petit palier qui va se mettre en place, n'auront pas plus dans le détail, je ne veux pas détailler dans ce module, vous pouvez revenir au cours des défauts cristal. Alors d'un point de vue macroscopique, on voit ici ce qu'on a déjà vu auparavant. Nous avons un seuil élastique ici. Alors voilà ici. On a un seuil élastique. Donc on va prendre ce seuil à l'élasticité n'importe imposé ici. À ce niveau-là, on dit ce point-là serait la fin de domaine élastique ici. Donc c'est la fin de domaine élastique. Alors ici, pardon, c'est la fin de domaine élastique, mais on voit que on a tout petit décrochage ici. Voilà le décrochage ici. Donc justement de ces fameuses décrochages de dislocation. Donc si on veut être très précis, on va dire que la limite qui est ici serait la limite d'élasticité haute. La limite d'élasticité haute. C'est-à-dire on a un point qui est un peu levé et le palier représente une limite d'élasticité que on appelait bas. Donc en gros j'aurais deux seuils en limite d'élasticité. Quand j'ai un palier un palier d'écoulement, on va prendre pour principe que ce seuil d'écoulement. Donc cette limite d'élasticité sera considérée comme étant la limite base de ce palier. Donc voilà la contrainte élastique. Donc un point qui était ici, donc en gros c'est pour ça que j'ai mis préalablement la limite d'élasticité à ce niveau-là. En gros, quand j'ai un décrochage qui se passe avec un palier, la valeur de palier m'indique la limite d'élasticité. À ce niveau-là, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir une déformation élastique associée, liée à la limite d'élasticité. Donc, dès que j'ai passé un seuil en élasticité, on a bien engendré un comportement.
qui n'est plus linéaire ici. Donc, il n'est plus linéaire ici. Donc, ce comportement en plasticité, c'est, je représente maintenant le comportement à partir des modèles rhéologiques, dont on parle ici de ce qu'on a dit auparavant. Alors, dans la partie où ça serait un ressort, donc un ressort, et on va dire que quand on avait une rupture locale, c'est-à-dire un seuil en contrainte, je pourrais utiliser le patin ou bien mezlech, glisser. Donc le patin, et on voit bien ici que on a un glissement local au moment où on arrive à la contrainte sigma E. Donc je vais donc utiliser le patin pour dire voilà, au moment où j'arrive à cette contrainte, je vais glisser. Ça veut dire donc, je veux dire que le droit de mettre ici un ressort de Hooke avec le patin qui était ici en série. Alors pourquoi tant que je n'ai pas atteindre ce seuil, je suis bien client tant que je n'ai pas atteint sigma E. Donc, je ne peux pas glisser à ce niveau-là. Donc, j'ai bien un comportement élastique. Donc, ça, ce qu'on appelle l'élasticité parfaite. L'élasticité parfaite. Et on va appeler du glissement parfait. Alors, c'est de glissement parfait. Donc là, la plasticité parfaite, donc dans le modèle du patin, ça c'est qu'on appelle donc la mise en série de ressort et de patin, le modèle de Saint-Venant. Alors, ça s'appelle comme ça. Donc, ce modèle décrit parfaitement ici le passage d'élasticité linéaire à une plasticité parfaite par écoulement sur un palier de plasticité. Alors, je vais essayer maintenant d'expliquer différemment. Au moment où vous avez tiré, à titre d'exemple, borne, donc ce système en série, vous rappelez la contrainte aux bornes de ce système. Vaut la contrainte en chaque élément. Par contre, la déformation totale du système vaut la somme des déformations. Alors, dans un premier temps, quand vous allez tirer, qui va réagir en premier, c'est le ressort. En effet, ici, la contrainte, en cas ici, n'est pas atteindre le patin. N'est pas atteinte, le patin ne veut pas se déplacer, donc la déformation de patin n'apparaît pas encore. Car puisque alors la contrainte n'est pas atteinte pour ce glissement. De fait, c'est le ressort qui va bouger tout seul, donc on va bien avoir une augmentation de la déformation. Ça, c'est qui correspond à la participation de la déformation du ressort au bout d'un certain temps va se passer. On peut imaginer que ce ressort va atteindre parfaitement tendu. Et quand il sera parfaitement tendu, la contrainte seuil va donc être atteinte. À partir de ce moment-là, le patin va atteindre activé et c'est la déformation de patin que l'on va voir apparaître, alors que lui, le ressort, comme il est parfaitement entendu, qu'il n'y ait plus de déformation potentielle à donner. Donc voilà, si on résume, au moment où je tire au départ, c'est le ressort qui agit, se déforme. Et se déforme, arrive au bout de sa déformation maximale. Il ne peut plus déformer, mais la contrainte a atteint la contrainte du matin. À partir de ce moment-là, le patin va se mettre à glisser.
Donc voilà, je pense que je vais arrêter ici. Je ne veux pas détailler plus pour vous perturber un peu. Donc on va continuer après. Et comme d'habitude, je vous rappelle quelques références que je l'utilise et vous pouvez consulter ces références. Voici les références et notamment les deux livres, Introduction à la physique de solide et aussi Introduction to Solid State Physics et Material Science and Engineering. Donc, vous pouvez me contacter par les réseaux sociaux et par email. Et merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.